Bonjour Éric Roser. Bonjour Charlotte Mestre. La première session des E3C, les épreuves communes de contrôle continu de la nouvelle formule du bac se termine. Comment ça s'est passé? Écoutez, ça s'est bien passé. C'était une nouveauté, vous le savez. Ces épreuves communes de contrôle continu concernent aujourd'hui les élèves de première qui passeront leur baccalauréat l'année prochaine en 2021. Et elles sont constitutives de la part de contrôle continu qui sera prise en compte au baccalauréat, c'est-à-dire elles compteront pour 30% des points du baccalauréat. C'est une nouveauté, c'est la première session d'examen plus ou moins pour les élèves de première. Du coup, c'est forcément un peu de stress. Donc, quel a été le retour que vous avez eu des équipes dans les établissements par rapport à ça? Alors, c'est effectivement pour les élèves un moment de stress, dans la mesure où ils ont bien conscience que ces épreuves vont compter pour le baccalauréat. Ils ont aussi cette réalité qu'il y aura 3 étapes, celles qui ont lieu actuellement. D'autres épreuves auront lieu au mois de novembre et enfin une 3e série aura lieu au niveau du baccalauréat. En fait, c'est plutôt de nature là à faire baisser le stress et à rassurer et à montrer que le baccalauréat se construit, s'obtient petit à petit avec des étapes qui permettent aussi à chaque lycéen de se situer. Et en quoi ça consiste quand on passe une épreuve de contrôle continu? Comment ça se passe? L'enjeu qui était derrière la mise en place et la prise en compte du contrôle continu était d'une part de garantir l'objectivité de l'évaluation et d'autre part d'éviter des disparités entre les établissements. Et précisément, c'est le cas des épreuves communes de contrôle continu où l'objectivité de l'évaluation est garantie d'une part par le fait que les sujets sont choisis dans une banque nationale de sujets qui comporte pour chaque discipline une centaine de sujets de difficulté équivalentes. Donc en quelque sorte, s'agissant du sujet, eh bien tout cela et les élèves sont mis à pied d'égalité. D'autre part, la correction se fait de façon anonyme. Et enfin, par un professeur qui n'est pas le professeur de l'élève. Voilà, ces éléments-là sont de nature à garantir l'objectivité de l'évaluation, l'objectivité de la correction et donc de garantir l'égalité de traitement vis-à-vis de cet examen du baccalauréat. Le fait de piocher dans une banque de données pour les sujets, ça évite aussi, par exemple, que si jamais il y a une épreuve qui est au lycée du Grand Nouméa lundi et qu'elle se retrouve au La Pérouse le vendredi, ça évite que ce soit le même sujet et que les élèves puissent qu'il y ait des fuites, comme ça a pu être le cas en métropole. Alors, c'est pas la question de fuite parce que vous avez tellement de sujets qu'au fait, ils sont choisis par les équipes d'enseignants. Les sujets n'ont d'ailleurs pas vocation à rester confidentiels. Simplement, le principe, c'est qu'ils sont tellement nombreux qu'on pourrait imaginer qu'un élève qui les aurait tous faits, de toute façon, aurait le niveau. Quelle a été l'influence de la crise sanitaire sur l'organisation de ces épreuves de contrôle continu ? L'influence a été d'une part de décaler la période que nous avions initialement prévue pour ces épreuves afin de permettre aux élèves d'avoir un temps suffisant avant précisément cette première série d'épreuves. Donc on a modifié le calendrier en faisant donc en sorte aussi qu'il y ait un temps suffisant entre la première série d'épreuves et la deuxième série d'épreuves permettant aux élèves de première de progresser. Et en général, comment s'est passée la reprise? On sait qu'il y a eu en gros 15 jours, 3 semaines d'interruption de cours. C'était il y a déjà un cycle, on a passé 2 cycles depuis ça. Comment ça s'est passé? Est-ce que tout est revenu à la normale? Aujourd'hui, on peut dire que les choses sont revenues à la normale, mais vous le savez, ça n'a pas été immédiat. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait parlé de 2e rentrée scolaire. Il y avait sur cette 2e rentrée scolaire un premier enjeu de faire en sorte que nous n'ayons pas de décrochage. Et donc, on s'était montré très, très vigilant, notamment dans les lycées professionnels, en mettant en place ce qu'on avait appelé des cellules de raccrochage, étant sûr que nous allions contacter tout élève qui ne se présenterait pas. Et ça a marché ? Et ça a fonctionné. Donc, il n'y a pas eu de décrochage, en tout cas attribuable à cette période. Les élèves qui étaient là avant sont revenus après. Le deuxième enjeu est un enjeu de rythme, reprendre un rythme de vie. Il y avait des élèves qui avaient perdu ce rythme de vie. Certains même avaient plutôt eu des activités de
de jouer à des jeux, notamment collectifs la nuit, et donc fatigués le jour. Donc il a fallu reprendre un rythme de vie et aussi reprendre un rythme scolaire. Et donc, comment ça s'est passé? Est-ce que maintenant, tout le monde a rattrapé le retard, s'est remis dans d'un bon rythme, ou il y a encore des effets? Actuellement, on peut dire que globalement, tout le monde a repris le rythme, mais il y a fallu finalement un temps assez long pour qu'on arrive à peu près à ce stade maintenant de vitesse de croisière. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a des impacts sur l'enseignement, sur qu'on va avoir une baisse de niveau cette année dans les enseignements à cause de ce retard qui a été pris à cause du confinement? Ce qu'on a fait, c'est d'une part de tirer les conséquences qu'il y a eu à peu près 3 semaines de cours en moins. C'est-à-dire que l'année se déroulera à 90% du temps. Et dès la reprise, on avait précisé quelques allègements de programme, justement pour permettre une continuité de l'année, une poursuite de l'année sans la pression de devoir rattraper le temps à tout prix. À 7h07, je rappelle l'invité de la matinale. Ce matin, nous sommes avec le vice-recteur et directeur général des enseignements, Éric Roser. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 258. Charlotte Mestre. Éric Roser, les E3C, les épreuves donc communes de contrôle continu, comment s'articulent-elles avec les cours? Parce que ça fait 15 jours que ça a commencé. Ça a commencé le 15... ça fait 10 jours, pardon. Ça a commencé le 15 juillet. Du coup, pendant ce temps, il faut quand même qu'ils courent. Donc, comment ça se passe? Alors, ça se passe par le fait que les épreuves sont logées dans l'emploi du temps des élèves, c'est-à-dire que les élèves de première ont les 2 ou 3 épreuves à passer d'une durée de 2 heures, mais pendant ce temps, les autres classes continuent de fonctionner et entre 2 épreuves, les élèves de première continuent à aller à leurs autres cours. En fait, c'est un petit peu, on pourrait imaginer comme peut s'organiser un devoir surveillé ou éventuellement un bac blanc avec 2 ou 3 épreuves et le reste du temps, les élèves continuent de fonctionner. C'est vraiment l'idée que ça s'insère dans l'emploi du temps, même si ça crée quelques petites perturbations entre le temps que les élèves arrivent, qu'ils émargent, que l'appel soit fait, etc. Donc ça peut créer de temps en temps des petits décalages sur le cours suivant, mais globalement, si vous voulez, ça s'insère dans l'emploi du temps global et normal de l'établissement. La Nouvelle-Calédonie applique la réforme avec 6 mois de décalage par rapport à la métropole. Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors ça nous a apporté d'une part une meilleure compréhension du dispositif des épreuves communes de contrôle continu. Ça a permis aussi de stabiliser les outils, puisque derrière cela, il y a énormément d'outils informatiques. Je parlais tout à l'heure de la correction anonyme. En fait, les copies sont numérisées. Et donc, il y a des applications, des logiciels qui permettent d'une part de numériser les copies, de les distribuer de façon numérique à un correcteur qui n'est pas le professeur de l'élève, etc. Donc tous ces outils sont maintenant au point. Et donc on a plutôt bénéficié en quelque sorte que les plâtres aient été essuyés avant nous. Et par rapport aux vagues de contestation qu'il y a eu en métropole, est-ce que ça s'est retrouvé ici aussi? Ça ne s'est pas retrouvé ici. Comment vous l'expliquez? Premièrement, parce que je crois que il y a eu de la part des enseignants, de la part des équipes éducatives, une assez bonne adhésion à la réforme du lycée. Je rappelle que la délibération qui a été présentée au Congrès en avril dernier, en avril 2019, avait fait l'objet d'un vote positif du Congrès. Donc, après, on a eu des moments de discussion. Il y a eu des comités de pilotage qui ont permis d'expliciter les choses et de montrer que finalement, toutes les garanties étaient données. Vous le savez, les Calédoniens sont très attachés, à juste titre, à ce que le baccalauréat soit et reste un diplôme de valeur nationale. Est-ce qu'il y a quand même des spécificités locales dans cette réforme par rapport à celle qui est appliquée en métropole? Alors, les spécificités portent sur l'adaptation de quelques programmes, notamment le programme d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique. Elle porte aussi sur le fait qu'on a renforcé quelques horaires afin de consolider les apprentissages des élèves sur lesquels on avait pu repérer soit des enjeux, soit des points de faiblesse. C'était le cas d'ajouter une demi-heure en langue vivante et d'ailleurs une demi-heure en histoire-géographie pour permettre des adaptations à l'histoire et au contexte de la Nouvelle-Calédonie. Et enfin, il y a eu
une part consacrée aux éléments fondamentaux de culture kanak. C'est la dernière année du bac ancienne formule. Comment ça s'articule, l'année de terminale dernière, juste avant la réforme, avec les premières ? Alors, elle s'articule au sens où les élèves qui sont dans la vague précédente, c'est-à-dire ceux qui sont actuellement en terminale, continuent et passeront le baccalauréat dans les 3 séries générales SES, L, et puis dans les séries technologiques. Et il y aura une articulation qui est déjà prévue, et je tiens à rassurer toutes les familles, pour les élèves qui redoubleront. Ils redoubleront bien sûr dans la nouvelle formule, mais tout sera fait pour qu'il n'y ait pas de rupture et qu'ils ne soient pas obligés de refaire un parcours complet. Et comment justement, parce que les épreuves de contrôle continu de première, ils n'y auront pas accès, les enseignements spécialisés, c'est pas les mêmes, donc comment ça va se passer ? Il y a tout un dispositif, notamment de passer une série d'épreuves communes de contrôle continu et puis de récupération de certaines notes de l'année précédente. L'autre nouveauté, mais ça ce sera pour l'année prochaine en 2021, c'est le grand oral. Comment dès à présent vous préparez les élèves à ces 40 minutes de présentation et de préparation ? Alors déjà, effectivement, il faut souligner que ça, c'est un deuxième trait caractéristique de la réforme du baccalauréat, c'est la place qui a été donnée à l'oral. Déjà, je voudrais souligner que c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui dans le monde de la communication qui est le nôtre, dans le monde où on a besoin, à un moment donné, de défendre des points de vue à l'oral, où on a besoin, à un moment donné, quand on se présente à un emploi, d'avoir un entretien. Donc, l'apprentissage de l'oral, c'est véritablement quelque chose qui relève aujourd'hui des enjeux de notre fonctionnement social. Et il y a donc là un enjeu d'égalité. On le sait, selon les catégories socio-professionnelles, selon les familles, l'oral a une place naturelle. L'argumentation, l'échange a une place naturelle. Pour d'autres, c'est moins vrai. En tout cas, c'est moins représenté. Donc là, je dirais qu'il y a un enjeu d'égalité à ce que l'école se saisisse de cette responsabilité de travailler l'oral, de mettre en confiance. L'oral, c'est un certain nombre d'apprentissages, être en confiance, maîtriser à un moment donné ses émotions, savoir soutenir son point de vue, argumenter, etc. Donc ça, c'est vraiment pour situer l'enjeu qu'il y a derrière l'oral. Et les élèves, de fait qu'il y aura cette épreuve à passer, seront et sont déjà formés avec une place plus grande qui est donnée, qui sera dans les disciplines à l'expression orale. Et concrètement, comment ça se traduit dans les cours, dans le fonctionnement, dans la préparation ? On leur apprend, on les met face à la classe et on leur dit déclamer ? Non. Non. Il y a des occasions de travailler l'oral et l'année prochaine, ça sera encore plus le cas parce que les élèves développeront un projet dans le cadre de leurs enseignements de spécialité et intégré au projet, il y aura une part de réflexion, de travail autour de la présentation, de la défense de ce projet devant un jury. Alors l'oral a déjà une place au niveau du brevet des collèges, donc on voit bien qu'à différents moments de la scolarité, on lui réserve une place importante. Actuellement, les élèves de 3e défendent un projet qu'ils ont travaillé pendant l'année devant des professeurs et cela compte pour le brevet. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait voir aussi se développer des biais pédagogiques différents comme plus de théâtre, plus de slam, pour justement réussir à faciliter le passage à l'oralité ? Alors, tous les outils que l'on peut trouver pour permettre à des élèves qui seraient moins en confiance de trouver une expression orale sont les bienvenus. Vous savez, ici, il y a beaucoup de concours d'éloquence. Et pour avoir assisté à certains d'entre eux, je me dis, là, voilà un très bon levier aussi de pousser les jeunes qui n'ont pas conscience, d'ailleurs pour certains, qu'ils ont finalement une certaine aisance à l'oral, de le travailler et d'être ainsi confortés et valorisés. Au final, pour les parents qui s'inquiètent encore de cette nouvelle formule avec des épreuves continues, avec tout un nouveau chambardement, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer ? Eh bien, je redirai ce que je précisais tout à l'heure. La part de contrôle continu, c'est précisément un élément rassurant, puisque il y a plusieurs étapes avant les épreuves terminales qui sont constitutives du baccalauréat, c'est-à-dire une plus grande progressivité entre la première et la terminale pour arriver au baccalauréat. Et la deuxième élément d'assurance, c'est que tout a été mis en place pour qu'il n'y ait pas de disparité
dans la prise en compte de ce contrôle continu, disparité entre les établissements. Ce qui pouvait être un point d'inquiétude, de se dire est-ce qu'il n'y aura pas des endroits où on sera trop sévère parce que le sujet sera trop difficile et les professeurs trop exigeants, et à d'autres endroits où on aurait l'inverse. Donc précisément, c'est l'enjeu des épreuves communes de contrôle continu d'avoir voulu maîtriser ces éléments objectifs de correction. Et au final, quels sont les enseignements de cette première session, de ce baptême du feu ? Qu'est-ce que vous retirez, que vous appliquerez peut-être ou peut-être pas à la deuxième session en novembre ? Alors à ce stade, c'est encore à chaud. Donc on a plutôt les impressions des lycéens. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs reportages qui ont été faits où on a tout de même pu noter qu'il y avait certes un peu de stress, mais pas une inquiétude démesurée comme on peut l'avoir lorsqu'il s'agit des premières épreuves du baccalauréat. Éric Roser, vice-recteur et directeur général des enseignements de la Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. C'était l'invité de la matinale. sur la première. C'est pas trop tôt C'est pas trop tôt. avec Nico sur la première.